Monsieur Hérodeau, je vous en prie. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai entendu un peu de tout, notamment des arguments qui avaient rien à faire là, parce que j'ai entendu parler des dernières élections, parce qu'on peut parler de Florence Mas et son entreprise de ramassage d'électeurs, concurrencer les RTL, je pense que ça vous sera en commun. C'est le PFL là, hein. Je pense que c'est dommage qu'elles soient pas là aujourd'hui, notamment sur ces promesses électorales. Il y a un paquet, je pense qu'il faut voter un budget annexe et de bien. Pour revenir au cœur du sujet, c'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, systématiquement, dès qu'on parle en rue, vous votez contre. Systématiquement, vous nous expliquez que c'est les quartiers sud contre les quartiers nord. C'est vrai qu'on a beaucoup de logements sociaux dans le quartier nord. Je comprends que ça puisse vous choquer. En même temps, il me semble que beaucoup d'entre nous aussi vivent dans des logements sociaux, y compris au Front National. Il y a des électeurs du Front National, même il me semble, des élus du Front National qui vivent dans des logements sociaux. Et tous ces gens-là, ils sont bien contents quand on tombe des tours qui représentent de l'urbanisme, qui a 60 ans d'âge et qui n'a plus sa place aujourd'hui. Notamment, certains de vos meilleurs bureaux de vote, parce que vous parliez d'un bureau de vote pour calculer un peu la logique des réimplantations. Un de vos meilleurs bureaux de vote, il me semble que c'est tout ce qu'il y a autour des Flamands. Et pourtant, les gens qui habitent là-bas sont bien contents justement de voir la cité des Flamands complètement retransformée. Et pourtant, vous continuez à dénigrer les opérations dans la rue. Aujourd'hui, il faut reconstruire, bien sûr, il faut reconstruire de manière intelligente, c'est-à-dire pas des grands ensembles comme ça a pu être le cas. Donc des petites opérations, 20 par-ci, 30 par-là, oui, il faut le faire, mais il faut aussi l'accompagner, c'est le but justement de la rue et du GPV de la ville de Marseille. C'est accompagner la reconstruction, on ne peut pas se contenter de faire du jus, c'est-à-dire du bâti, il faut aussi faire de l'humain. Et pour ça, justement, je trouve que la ville de Marseille, avec l'État, même si tout n'est pas parfait, il y a un gros travail qui est fait. Il n'y a qu'à voir les Flamands aujourd'hui, et les Flamands, ce que c'était quand j'étais gamin. Vous qui étiez la Morlette avant de partir ailleurs, vous avez connu les Flamands justement, et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que la rue était un échec. Donc c'est vrai qu'à l'avenir, j'aimerais comprendre votre logique. Je ne peux pas croire qu'elle est purement électoraliste et clivante. Je ne peux pas croire qu'un sénateur de la République se contente d'entretenir les mécontentements des gens qui habitent dans les pavillons en leur présentant que les mauvais aspects des gens qui habiteraient dans les grandes cités. Et j'espère entendre de votre part un discours plus raisonnable qui invite justement chacun à prendre conscience qu'il y a une vraie problématique avec ces grands ensembles, qu'il faut les déconstruire, qu'il faut reconstruire ailleurs et arrêter de stigmatiser systématiquement ces populations-là. Je vous remercie. Oui, je vous en prie, monsieur le maire. Le logement social. Nous n'avons rien contre le logement social en lui-même. Nous sommes des gens pragmatiques et nous tirons les leçons de l'expérience de ces 10 dernières années, de ces 20 dernières années en matière de politique de la ville, puisque la rue s'inscrit de façon plus générale dans cette politique-là, et qui veut que la Cour des comptes, non pas les experts du Front National, de Stéphane Ravier lui-même et ses adjoints, la Cour des comptes elle-même dénonce avec force et de façon récurrente le gouffre que représente cette politique et qui consiste donc à injecter année après année des millions, voire des milliards d'euros sans aucun résultat probant à terme. Lorsque les immeubles, les nouveaux ensembles plus humains, on parlait de l'humain à l'UMP, il faut quand même le vivre. Et bien, lorsque ces nouveaux logements sont reconstruits, rénovés ou carrément rasés puis reconstruits, vous parliez d'accompagnement, M. Hérodeau, de suivi. Justement, il n'y a pas de suivi. On assiste déjà dans certains quartiers, pas encore aux Flamands, encore qu'aux Flamands, la politique de rénovation urbaine n'a pas convaincu tout le monde, puisque cette nuit, il y a eu un rodéo qui est parti des Flamands, des jeunes gens qui manifestement ne se sont pas contentés de la rénovation urbaine, mais ont voulu échapper à la police. Ça s'est mal terminé pour eux. Ça ne devrait pas, mais c'est ainsi, ils ont pris leur responsabilité. Donc, c'est beau, c'est neuf, ça coûte cher, ce sont les impôts des contribuables, ceux qui travaillent
des Français de toutes origines, de toutes conditions, qui travaillent. Donc chaque euro aujourd'hui est précieux. Et si l'on souhaite investir, si l'on souhaite le dépenser, il faut l'investir et pas le jeter et pas le dépenser comme ça à perdre. Parce que j'observe déjà dans notre secteur, et je l'ai déjà exposé devant vous, l'exemple du vieux moulin. Ah, c'est là le vieux moulin sur les Renault, je suis certain que vous saurez trouver même sans GPS, c'est à 2 pas. Nous avons visité avec le préfet de région, avec Madame Lajus, avec Madame Fructus. La madone des cités, Madame Fructus. C'est vraiment, bien sûr, une fois sur place, en réunion, déjà le préfet s'inquiétait, mon Dieu, me dit-il, le but c'est quand même la mixité sociale, d'autres familles, d'autres catégories sociales qui viennent s'installer dans nos quartiers, en plus de venir répondre à un besoin local. Eh bien, le préfet de région, pas un proche de Jean-Marie Le Pen, nous dit à huis clos, il n'y a pas de presse, il n'y a personne, il n'y a pas de public, il n'y a que les bailleurs, le préfet, le commissaire du 14e, et puis la maire de secteur qui est nouveau, peut-être qu'il s'en souvenait plus, c'était moi. Il devait penser que c'était encore notre cher disparu, M. Zépian. Et disparu, je parle de secteur. L'envie, Zépian. S'occupe du centenaire du génocide arménien. Mais, bon, ça, c'est pas. Je reconnais là l'esprit de Stéphane. Et donc, monsieur Cadeau nous dit je suis inquiet parce que le but c'est la mixité sociale et nous avons constaté qu'il y avait une organisation clanique, que les gitans ont chassé les maghrébins. Les gitans chassaient les maghrébins. C'est le préfet. Voilà, bon. Et puis nous avons rencontré le chef des gitans et qui nous explique qu'il est d'accord pour accueillir les familles à condition qu'elles soient gitanes. Ça, il n'est pas allé plus loin, il n'est pas allé suivi. Il nous a dit qu'il allait essayer d'inverser la tendance, de changer la donne. Nous sommes allés sur place et là, la Fructus a pris la réalité de cette politique, de ces rebonds sentiments coûteux. Elle a pris en pleine figure et elle me dit, et je l'ai déjà répété, vous savez, au conseil municipal, ils connaissent, tout ça, que je ne peux pas tenir de tels propos. Ah oui, moi je sais, parce que c'est d'abord qu'elle a dit. Et elle me dit, Stéphane, on ne peut pas, parce que oui, après Stéphane, elle a dit que je faisais partie des siens. Eh bien non, pas de bol. Stéphane ne peut pas laisser ces gens dans cette situation, parce que c'est vrai que quand on voit ces immeubles, ça donne bien envie de rester. J'ai dit humainement non. Et elle m'a ajouté, mais ça ne servira à rien. Elle m'a ajouté, ça ne servira à rien. Parce qu'elle avait la réalité là, parce qu'elle voyait comme moi que l'immeuble qui était censé être neuf, quelques mètres plus haut, vers lequel nous nous sommes rendus. Et j'ai demandé au bailleur, il y a combien d'années cet immeuble? Il m'a dit 2 ans. Et dans quelques années, il faudra lancer un nouveau programme de rénovation. Voilà. C'est ça que je ne peux pas, que nous ne pouvons pas soutenir. Ce sont des millions, des dizaines de millions d'euros qui sont déversés toujours dans les mêmes quartiers pour reconstruire toujours des logements sociaux. Nous avons notre part, puisque c'est une richesse et puisque c'est nécessaire. Prenez votre part là-bas dans vos mairies de secteur UMP, n'en manque pas, vous en avez 6. Ce sont toujours pour les 13 et 14 et 15 et 16. Pour une fois, je vais porter la parole, je pense, ça ne m'en voudra pas de Nagali, mais c'est surtout des habitants à qui je pense. Ce sont toujours pour les mêmes. Et je rappelle que l'ensemble des CIQ, qui sont, un cordier, vous n'allez pas me contredire, qui sont en dehors de toute considération politique, me soutiennent dans cette. Nous soutiennent le bon sens. Soutiennent le bon sens. Trop, c'est trop. Nous en avons plus de 40% des logements, du 13-14% des logements sociaux. Nous avons notre part. Si les logements sociaux doivent être réduits pour faire du neuf, qu'on le fasse à Angoul, qu'on le fasse à Charles-Mazargues, qu'on le fasse un petit peu, où il en manque cruellement, les 3, 6, 7%, plus 40%. On essaye là qu'il y a quand même un déséquilibre, une injustice qui doit être réparée. Et donc, moi, je souhaite que chacun prenne sa part. Nous avons double ration. Et encore une fois, pour des suivis, vous me dites, M. Marie, qu'il y a des
une demande de la part des habitants de ces quartiers qui souhaitent rester. Si vous saviez combien j'en reçois qui veulent partir, parce qu'ils n'en peuvent plus de vivre dans ces quartiers qui sont rénovés, je suis allé me passer l'autre jour, et tout retapé, rue Marathon, tout retapé, on fait des ascenseurs, on a tout fait. Mais il y avait toujours la crapule devant, il y avait toujours le chouf, le deal, il y a toujours cette insécurité, il y a toujours ce trafic qui veut que, quand il y a trop de lumière, quand c'est trop, et on casse, c'est tout cassé, et les délinquants, les fameux gardiens si chers à M. Joshua, les gardiens de résidence, ce sont eux, tant que nous laisserons les familles lourdes qui préfèrent jeter les poubelles par les fenêtres, y compris les machines à laver, de casser les installations neuves, et les dealers, les trafiquants, continuer à y développer l'insécurité et à dégrader ce qui nous a coûté si cher, tant que c'est cette politique-là de logement social qui sera appliquée en plus de la préférence étrangère, de fait, puisqu'ils sont démunis de tout lorsqu'ils se rendent dans notre pays et dans notre ville, et bien tant qu'il s'agira de cette politique-là, nous nous prononcerons contre. Voilà, c'est argumenté, je pense, ce n'est pas une idéologie, c'est terriblement proche des réalités, c'est du concret. Vous êtes, vous, dans l'incantation, dans le bon sentimentalisme dégoulinant, eh bien, allez y vivre dans ces quartiers même rénovés pendant 6 mois, et on en reparlera. Parce que, quand même pas donner vos adresses respectives, mais le vivre ensemble, vous en vivez, mais vous ne le vivez pas. Je ne vivais pas moi, j'ai habité pendant 25 ans dans une cité du 13e Vivre arrondissement. ensemble, oui, c'est dans vous aussi, regardez la face, monsieur. Je vous dis à la Morlette, c'est une copropriété, il n'y a même pas une cité, mais un logement, des logements sociaux, c'est une copropriété. Vous voyez ce qu'elle est devenue en une vingtaine d'années. Qu'il l'a connu et qu'il la redécouvre aujourd'hui, et bien ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Parce qu'il y a des crapules là qui font régner la terreur, et dont certains nous disent qu'ils sont victimes de la société et qu'on ne les a pas assez aidés. J'ai discuté avec eux, il n'y a pas que Mme Awaria Chic qui est allée au-devant de ces jeunes-là. 19 ans, le petit merdeux, 19 ans qui fait le chouf, il gagne 80 € par jour. Allez lui expliquer qu'il va falloir qu'il aille suivre un stage pour espérer un jour gagner 1 200 € peut-être en payant des impôts. Vous avez laissé la gangrène se développer dans ces cités, la gangrène de la drogue, bien sûr, qui est en train de saper les fondements même de cette ville. Vous n'avez que le mot social à la bouche, et bien vous êtes coupé des réalités, et vous vous contentez donc d'arriver avec votre bon cœur en bandoulière. Regardez, je suis préoccupé par votre avenir. Oh, c'est indécent ces logements. On va vous les refaire à neuf. On commence déjà à être dégradé parce que vous y laissez les mêmes problèmes à l'intérieur. Quant à vous, monsieur Joshua, pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Où vous croyez-vous ici? Vous regrettez ce bon vieux temps des procès de Moscou? Vous êtes un Beria au rabais, un Fouquetinville de pacotille. Vous êtes là à m'interpeller comme si nous étions au commissariat, si j'étais et que j'étais soupçonné d'avoir commis un crime. Du haut de vos 3 ou 4%, vous estimez être le mieux placé pour me faire un procès, pour m'intimer l'ordre de m'expliquer, de me prononcer sur un sujet qui n'a absolument rien à voir avec les sujets que nous abordons ici, parce que c'est une mairie de secteur ici, nous ne sommes pas place du colonel Fabien, monsieur Joshua. Nous devrions aborder les problèmes qui sont celles et ceux de nos administrés, de nos compatriotes, et le temps manque, le bon vieux temps des années 30 et des années 40, où votre camp, envoyé Maréchal Pétain comme ambassadeur auprès de Franco, le bon vieux temps où la gauche donnait les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, le bon vieux temps où le chef du gouvernement, M. Laval, était socialiste,
où M. Déa, le communiste, le futur communiste, rejoignait les collaborationnistes comme beaucoup à gauche. L'essentiel, les collabos, M. Joshua, à cette époque-là, il venait de la gauche et pas du Front National. Et sachez, M. Joshua, et je ne parle pas, dois-je évoquer le fait que le seul président qui soit décoré de la Francisque, la plus haute distinction du régime de Vichy, ce n'est pas le président du Front National, c'est l'ancien président de la République, socialiste, M. Mitterrand. M. Mitterrand, qui vous demandez, enfin, qui donc vous demandez, j'avais des comptes, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qui avait à sa table René Bousquet, c'est M. Mitterrand. Si vous voulez que l'on parle des faits historiques, on va en parler, parce que je vais en parler aussi. Vous évoquez, monsieur Hérodo, s'il vous plaît. Vous pouvez me parler du pacte républicain, vous pouvez parler aussi du pacte germano-soviétique. C'est vous qui trinquez, votre camp qui trinquez à la santé du Führer après avoir signé ce pacte germano-soviétique avec Ribbentrop. C'est vous, ce sont les communistes. Ce sont eux. C'est vous, c'est le parti communiste. C'est le parti communiste qui négocie avec M. Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne en France dans les années 40 pour la réparation de l'humanité. C'est vous qui demandiez aux soldats français de fraterniser avec les soldats allemands au Nord. C'est vous, monsieur. C'est le bon vieux temps que vous regrettiez, vous existiez à l'époque. Alors, monsieur Joshua, le nom de Le Pen est gravé sur le monument aux morts pour la France, à la Trinité-sur-Mer. Le mécano de Göring, il n'est pas au Front National, il est au Parti communiste. Voilà, le nom qui figure sur les feuilles de paye de Messerschmitt, c'est celui de Georges Marchais, pas de Jean-Marie Le Pen. Alors, vos leçons d'histoire et vos leçons de démocratie, vous les gardez pour vous-même, monsieur Joshua. Commencez par faire votre autocritique. Commencez par regarder votre histoire, qui nécessite, selon moi, un jour, je l'espère, je l'appelle de mes voeux, un procès Nuremberg du communisme. Quand on se revendique d'une idéologie qui a fait 100 millions de morts, monsieur Joshua, on se fait discret après avoir demandé pardon. Nous allons devoir enfin passer au vote. Un petit quand même, point quand même sur le dossier, pour revenir à l'amiante, si vous me permettez. Je me permets, c'est essentiel. Pour ce qui est de l'amiante, c'est important, bien sûr, que les populations soient préservées de ce matériau dont on connaît les conséquences aujourd'hui. Et j'ose espérer que l'adjoint au sport de la ville de Marseille nous entendra. Madame Cordier, M. Hérodo, si vous pouviez être mes porte-parole. Ne porte que la bonne parole, monsieur. Pardon ? Ne porte que la bonne parole. Je suis sûr que vous allez convenir que celle-ci est la bonne. Et nous avons demandé à M. Liron de reconsidérer ses propositions. Je n'ai pas de revoir sa copie, mais dans ses propositions justement de travaux concernant les équipements sportifs de nos arrondissements, nous lui avons appris peut-être, ou rappelé, que le gymnase de Saint-Jérôme mérite qu'on y apporte les crédits nécessaires pour qu'il soit refait entièrement, parce qu'il y a de l'amiante et qu'il y a des infiltrations. Alors on se contente pour l'instant, mais vous êtes contenté de rafistoler la chose en mettant un faux plafond. Il y a des infiltrations, donc ça ne sert pas à grand chose, on dépense pour rien, et il y a donc un danger pour la santé publique. Donc si vous pouviez appuyer cette bonne parole, en tout cas ce souhait, si vous ne l'appuyez pas, je l'appuierai tout seul avec ceux et celles qui fréquentent ce gymnase, et que M. Liron réponde au courrier, qu'il réponde au courrier parce qu'il ne m'a pas répondu. C'est dommage, parce que j'ai être obligé de faire savoir à la population qu'il me méprise. Faites savoir, il y en a d'autres qui ont fait savoir des choses aussi qui n'étaient pas forcément vraies. Si je peux répondre à votre parole, monsieur le maire. Sur ce point-là. Sur ce point-là. Avec plaisir.
gymnase de Saint-Jérôme. Il me semble que c'est un gymnase décentralisé. Donc un gymnase décentralisé, qu'est-ce que c'est? La loi PLM, c'est pas la droite qui l'a inventé cette loi, il faudrait revenir dessus, on est tous d'accord. La loi PLM, elle dit juste que certains équipements sont de gestion mairie de secteur. Et dans le 13e, 14e arrondissement, le gymnase de Saint-Jérôme est gestion mairie de secteur. D'ailleurs, vous avez conventionné avec une association pour mettre à disposition du gymnase, ce qui est très bien. Donc maintenant, l'entretien de ce gymnase relève de la mairie de secteur pour tous ces petits travaux. Et là, je ne vais pas à votre passif. Je ne vais pas à votre passif. Vous héritez d'une situation où il y avait une mairie de secteur socialiste qui, bien consciente de ça. De gauche, socialiste, c'est pareil. Une mairie du passé, en fait, si vous préférez. Donc cette mairie de secteur, elle avait pour habitude de se dire tout ce qui est petits travaux, c'est de ma compétence, c'est le budget de la mairie de secteur, tout ce qui est gros travaux, c'est la mairie centrale. Donc si je ne fais pas mes petits travaux, à force, ça va s'abîmer, ça va devenir des gros travaux, ce sera la mairie centrale de faire. Aujourd'hui, vous récupérez un gymnase qui est de Saint-Jérôme, où là on avait quelques réparations à faire il y a 5-6 ans en arrière, 10 ans, parce qu'ils n'ont jamais arrivé, et on aurait pu s'en sortir pour 10-20 000 euros. Vu qu'ils n'ont jamais rien fait, aujourd'hui, il faut sortir plusieurs centaines de milliers d'euros. Et sortir plusieurs centaines de milliers d'euros, ça ne se fait pas avec claquement de doigts. Je suis désolé, monsieur le maire. Mais effectivement, ça relève de l'intérêt général, donc on le soumettra à monsieur Miro. Et encore une fois, les budgets de la ville ne sont pas extensibles, et on n'y peut rien si vous récupérez une gestion catastrophique de nos amis gauchistes. Monsieur Renaud, vous l'avez dit vous-même, la décentralisation ou la gestion de certains équipements par la mairie de secteur, et dans le cas présent de ce gymnase, il s'agit de l'entretien et non pas des grosses réparations qui dépendent de la DIRCA. Vous le savez, je l'espère, vous essayez de sauver les meubles, ce qui est tout à votre honneur, puisque vous faites grosse commune avec votre leader. Mais si vous ne le savez pas, je vous le dis, la mairie de secteur est tenue d'entretenir des petits travaux. Et lorsqu'il s'agit de 252 000 euros qui sont à investir, parce que c'est un investissement, ça ne relève plus de la mairie de secteur. Je vous rappelle que notre budget d'investissement est de l'ordre de 300 000 euros. Donc c'est à la mairie centrale à intervenir, et elle aurait dû intervenir depuis longtemps, et M. Miron est responsable depuis longtemps de cette délégation. S'il y a de petits entretiens qui nous incombent et qui n'a pas encore été fait, il le saura. D'ailleurs, il y a des travaux de peinture qui doivent être entrepris, mais ça sert à quoi de peindre si les plafonds fuient et que l'eau s'infiltre? D'ailleurs, c'est en train d'arriver au sol. Alors, oubliez cette histoire de vous êtes à la tête de la mairie centrale, et donc de la délégation du sport, et donc des gros travaux à effectuer depuis 20 ans. Monsieur Renaud, moi je ne suis pas l'avocat de la gauche. C'est le remise en cause du travail des services techniques. Hein. Les services techniques de la mairie de secteur font leur travail, mais ils ne peuvent pas changer le toit de ce gymnase, et la mairie de secteur n'a pas les moyens, n'a pas 250 000 euros à injecter dans ce qui relève de votre compétence. Une fois, je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Eh bien oui, donc le tarif, mais parce que c'est la réalité, c'est la réalité, bien sûr. Parce que c'est le bon sens, ce sont les textes, mais vous vous abritez derrière cette illusion puisque la mairie était sous la houlette de M. Zétor, il était responsable de tout. Non, il n'est pas responsable de tout, il faut le rappeler. C'est la mairie centrale dans le cas présent. Comme lorsque la mairie centrale, la délégation des sports toujours, eh bien, nous impose aujourd'hui un équipement qui n'a plus lieu d'être au boulodrome de Saint-Jérôme, à Pélamont. Vous vous apprêtez à jeter par les fenêtres près de 80 000 euros en installant un Algeco que plus personne ne veut. Je l'ai signifié à M. Miron il y a plusieurs semaines, il y a même un ou 2 mois. Il n'a pas répondu. Il faut aller dans les quartiers, pas seulement en campagne, lorsqu'il y a des campagnes électorales. Il faut se renseigner et aller sur place. Et il aurait su, je pense, qu'il a oublié que cet Algeco n'est plus souhaité.
n'aura pas d'utilité et qu'il s'agit de 80 000 euros. 80 000 euros, nous pourrions les mettre dans le gymnase, dans le droit du gymnase de Saint-Jérôme. Et vous allez mettre combien sur la maison des sports de la Morelle? Ah, ça, les sports de la Morelle, ça. On voit pas ça. La mairie de secteur, et je l'espère, le sénateur et la mairie centrale, nous mettons tous la main à la poche pour qu'enfin, dans ce secteur, nous ne soyons pas les parents pauvres, nous sommes tellement des parents pauvres, tellement de domaines, et dans celui-là en particulier, dans le domaine du sport, que j'ai jugé opportun d'investir dans ce centre de la Morelle. Et je suis certain que M. Duron, mais d'autres, en tout cas la délégation au sport de la ville de Marseille, saura investir avec nous pour que nous ayons un équipement. Il est bien situé entre Frévalon, et puis les Olives, c'est quand même une grosse réunion entre les uns et les autres. On ne peut pas m'accuser de privilégier. Les moyens villageois, j'essaie d'avoir une démarche pour l'ensemble des 160 000 habitants. 160 000 habitants, pour lesquels il y a 2 piscines et demie, des stades qui se cassent la gueule, des équipements qui sont en bout de souffle, et pour lesquels on ne nous promet pas grand-chose pour cette capitale européenne des sports qui manifestement s'arrête à la frontière des 13e et 14e arrondissements. Et bien j'espère que le délégué au sport, l'adjoint au sport, comprendra qu'il faut s'intéresser à ces secteurs, à ces arrondissements, pas seulement en campagne électorale. Nous y vivons tous 365 jours par an. Oui, de toute façon, on va au vote, c'est l'idée. Ah, monsieur Maurice, vous voulez ajouter quelque chose? Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, vous êtes préoccupé par l'amiante. À propos de ce rapport, vous êtes très inquiet sur le sort des populations. Je pense que cette préoccupation, elle est générale. Plus avoir des interventions intempestives de la table. Elle est générale, absolue, applicable à tous, c'est-à-dire à toutes les populations. Alors, je vous serais très gré d'intervenir, comme vous l'avez promis de le faire pour d'autres choses, auprès de la mairie centrale, du service logistique, pour préserver le gros Front National que je préside de la contamination par l'amiante, de laquelle nous sommes gravement exposés, et je veux vous en préciser les conditions, depuis 6 mois. Alors que nous l'avons bien demandé. On avait rendu une équipe d'ouvriers qui nous a dit j'ai reçu l'instruction de changer la moquette. Très bien. On enlève les carreaux dans 3 bureaux, je crois, et puis on envoie les carreaux de moquette. On s'est aperçu que ces carreaux de moquette étaient collés par de la colle dans laquelle il y avait peut-être de l'amiante. On a stoppé immédiatement les travaux, et tous les carreaux étaient déjà retournés. On est parti au laboratoire pour savoir si effectivement il y avait de l'amiante ou pas. Il semble qu'il y ait effectivement de l'amiante, mais depuis, il est urgent de le bien faire. Donc nous occupons des locaux dans lesquels non seulement il y a de l'amiante, mais dans lesquels l'amiante étant retournée, nous sommes contaminés. Alors vous faites être ravis effectivement d'apprendre, c'est dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, nous serons tous aussi touchés par le cancer de l'amiante. Alors si vous pouviez effectivement intervenir par Mme Cordier, par M. Miron, auprès de la mairie centrale pour que cette solution intolérable cesse, à moins que ce soit un comportement volontaire et que les conduits nous empoisonnent. Sinon, ça Merci, M. Allez, on va se voter qui est pour le. Non, pas M. Leroux, on va pas passer 5 heures. Il y a encore quelques dossiers. Moi, je suis maire de Marseille, mais je suis aussi l'arrondissement. Sans doute que quand M. Guiron est pas là, la parole se libère. Ça fait plaisir à entendre. Nous mettons ce rapport qui est pour. Je vous rappelle qu'il s'agit du 28, pardon, du 28 7S. Du 28 qui est pour donc. Du MPS et en gauche.
Qui est contre? Vous avez raison. Voilà, donc le rapport est voté. Rapport suivant, le 15-29-7, M. Badjo. Et de nouveau, ce rapport qui suit au précédent est soumis à l'approbation à l'avenant numéro 2 à la convention passée avec la rue, en tenant compte des dernières évolutions de ce programme de rénovation urbaine, à savoir la création d'équipements de proximité, de commerce, de voiries, de pêche, la réhabilitation des zones et la reconstruction des aides au sud. Ces opérations devraient être engagées à la fin de l'année. Outre cela, il nous est proposé d'approuver l'avenant numéro 4 à la convention de financement entre la ville et le JPMRU afin d'ajuster les montants du nouveau plan de financement de ces nouvelles opérations de réhabilitation, dont je rappelle au passage que la charge de la ville augmente encore de près de 7 millions d'euros. Monsieur le maire, voulez-vous bien de ce rapport au revoir? Je veux bien. L'intervention qui est pour. L'intervention de gauche qui est contre. Merci. Le rapport est donc rejeté. Rapport suivant, le 15-30 de celui de Zéro. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs, mes chers collègues, alors ce rapport a donc pour objet l'approbation d'une convention déterminant les conditions de participation de la ville de Marseille au financement des opérations de l'établissement public d'aménagement Euro-Méditerranée pour l'année 2015. La participation proposée donc en 2015 dans ce rapport par la ville de Marseille est évaluée à 3,7 millions d'euros. Alors j'ai été un petit peu dubitatif sur ce rapport parce que si effectivement sur la deuxième tranche, la deuxième partie de l'Euro-Méditerranée, notre secteur est inclus en ce qui concerne la gare du Canet, où un secteur est prévu sur la gare du Canet. Dans le rapport présent qui nous est présenté aujourd'hui, je n'ai rien trouvé, et les services techniques non plus, qui concernaient précisément notre secteur, puisqu'il y a des opérations prévues sur la Joliette, la gare Saint-Charles, la ville du port, etc., mais il n'y a rien qui nous concerne directement notre secteur, par rapport à qui nous a été transmis pour information. Voilà. Je vous demande, monsieur le maire, de bien vouloir mettre par rapport au vote. Merci, monsieur le président, de ces interventions. Il n'y en a pas dans ce rapport. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous souhaite, madame Andéna. Le rapport est donc adopté. Le rapport suivant, le 15-32, madame Louis. Non, 31. 31, pardon, monsieur Duvesser. Alors, pour 1531, donc, ce rapport a pour objet la présentation du bilan de la ville de Marseille sur la situation en matière de développement durable pour l'année 2014. En effet, l'article 255 de la loi du 12 juillet 2010, l'article loi de Grenelle 2, rend désormais obligatoire la présentation d'un rapport sur la situation en matière de développement durable, préalablement au débat sur le projet de budget. L'absence de présentation de ce rapport peut entacher le budget d'irrégularité en entraînant l'annulation de la délibération importante. À noter qu'il n'y a pas de vote sur ce rapport, nous devons juste en prendre acte. Il est attendu que le rapport présente un bilan des politiques publiques, orientations et programmes mis en œuvre au regard de 5 finalités constitutives d'un objectif de développement durable tel que mentionné au Code de l'environnement, à savoir lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère, préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources, cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations, épanouissement de tous les êtres humains, et enfin dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Alors je ne vais pas détailler, ce serait trop long, le bilan point par point de la ville de Marseille. Je voudrais juste donner un petit peu la politique générale et la vie de notre groupe par rapport aux 5 points que je viens d'énumérer, parce que je voudrais dire qu'on ne peut pas honnêtement dire vouloir lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité, favoriser la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables, lorsque l'on favorise en même temps une politique d'ouverture totale des frontières, de mondialisme, de libre-échange effréné des marchandises, de mise en concurrence des moyens de l'entreprise, entraînant les délocalisations de ces pays à bas coût de main-d'œuvre.
Les marchandises qui sont produites dans des pays étrangers, vous le savez, ont un bilan carbone infiniment supérieur aux marchandises qui sont produites dans notre propre pays. Donc, outre les ravages que cela fait sur le plan économique, cela est également un bilan désastreux sur le plan écologique. Par ailleurs, les entreprises de ces pays, comme par exemple la Chine ou l'Inde, ont des normes environnementales très inférieures à ce que pratique notre pays. Nos entreprises, nous, sont soumis à des contraintes environnementales très fortes, avec notamment la norme ISO 14000. Donc, les marchandises qui sont produites dans ces pays, entraînent des pollutions bien plus grandes que les marchandises qui sont fabriquées dans notre pays. Donc, le patriotisme économique que nous défendons, que nous sommes les seuls à défendre, est la seule solution pour assurer un développement écologique fiable. Voilà. J'allais dire sur ce rapport, je vous demande de bien vouloir mettre un rapport au bord. Madame Bonserramade, je vous en prie. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais un peu commenter ce rapport. Donc, ce rapport ressort de l'obligation depuis le Grenelle 2 de présenter un bilan annuel du développement durable et l'évolution du développement durable. Alors, dans ce Grenelle, dans le Grenelle 2, nous avons pris l'engagement de réduire de 1% les gaz à effet de serre et la production de CO2 et d'augmenter de 20% les énergies renouvelables. Alors tout d'abord, ce rapport, le premier était voté en 2012 et il utilisait les chiffres de la date de 2009. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes tout tellement dans l'actualité. L'ADEME avait fourni comme chiffre 200 000 tonnes équivalent CO2 pour la ville de Marseille, c'est-à-dire les bâtiments, les transports et les industries. Donc réduire à partir de 200 000, c'est donc arriver en 2020 à 160 000 tonnes équivalent CO2 et on peut regarder déjà où on en est du parcours. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le dire où on en est du parcours. Parce que par exemple, je prends le cas des véhicules. On nous dit 186 véhicules ont été changés. Mais il y a combien de véhicules? On ne sait pas. On nous dit on a 1004 voitures Toyota hybrides. Comme une voiture hybride, ça consomme 30% de moins. On peut penser que 4 voitures sur les 500 ou 600 que le parc de la ville consomment 30% de moins. Il n'y a peut-être pas de compliqué achat. Sur les autres, sur les bâtiments, alors les bâtiments consomment aussi de l'énergie. Et alors là, c'est curieux parce que ce rapport nous parle des piscines. On nous donne 2 piscines pour le sol et une piscine d'allier. Et on nous dit que sur les bâtiments, le diagnostic n'a pas été réalisé. Donc, le diagnostic des bâtiments n'a pas été réalisé. Sur les énergies renouvelables, alors nous voyons une floraison effectivement d'énergie renouvelable qui a été faite, c'est-à-dire du solaire photovoltaïque, qui est construit, en fait, pas tellement intégré à l'habitat, mais en grande quantité assez avantageuse de gros, c'est-à-dire là où il va remplacer des champs dont la biodiversité a bien besoin. Mais comme le solaire photovoltaïque se rapporte, on a mis le solaire photovoltaïque. Le solaire thermique, qui ne coûte rien, c'est un panneau noir avec un petit panneau dessus, ça ne coûte rien comme investissement. On pourrait sur toutes les écoles mettre un panneau solaire thermique qui permettrait que les enfants aient l'eau chaude à l'école. Ça n'est pas fait. Les autres énergies renouvelables ne sont pas développées, c'est-à-dire qu'on a un grand projet de groupe de thalassothérapie, de thalasso, qui va partir, pas thérapie, de thalasso qui va partir apporter de l'eau froide pour refroidir les logements d'été et l'eau chaude. Quand on fait mal le coût, on est autour pour le moment de 1,1 million, mais je crois qu'on va arriver plutôt à 29, pour comprendre. Donc, l'énergie renouvelable, je dirais que c'est parfait. Alors, on va nous retrouver une nouvelle maison des énergies
d'énergie. Il y en a déjà eu, je ne sais pas, sur la maison d'énergie, que le programme d'énergie sera lancé. Je pense que là, c'est une gaspillage, tout simplement. On nous demande aussi, on nous dit qu'on va accélérer la dématérialisation, c'est-à-dire que nous envoyer des papiers aux gens, on envoie des mails Internet, ou les gens qui veulent faire des papiers. Je vous rappelle quand même qu'à la mairie de Marseille, le papier est toujours recyclé dans les établissements même de la mairie. C'est-à-dire que l'exemple vient d'en haut. Bon, je suis un peu quand même. Sur les marchés publics, auxquels vous posez allusion, monsieur, les marchés publics, il faut prendre une décision de changer de mode d'appel d'offres des marchés publics. Parce qu'actuellement, le mode d'appel d'offres qui nous régit est celui de moins de 10 ans. Et nous avons tous vu chaussures pour les marins-pompiers achetées en Chine, alors qu'il y avait une offre à 50 centimes de plus à Alès. Effectivement, pour la taxe carbone, c'est pas bon. Pour les dégagements carbone, c'est quand même des chaussures de Chine. Et ne pas avoir de développement local. Parce que, il faut bien s'imaginer que dans le réchauffement climatique, c'est mondial. Les anomalies qui se passent en Chine, c'est nous qui le supportons. Et il y a une solidarité complexe dans le réchauffement climatique et dans le développement durable. Nous ne pouvons pas faire un seul établissement franco-français. Le développement durable, c'est mondial. Et c'est une solidarité mondiale. On nous dit, la biodiversité, alors c'est génial, on va supprimer les insecticides, les pesticides, les jardins, à Marseille, des parcs de jardins. Alors on a déjà pensé sympa, pour manger les pesticides. C'est pas ça, la biodiversité. C'est aussi de réaliser les pertes pour que les animaux puissent avoir des trajets dans la ville. Et ça, notre plan local de réalisme, nous n'avons en aucun cas pris en compte. Nous avons, nous, des fois, déposé des amendements en disant vous cassez sous les verts, vous cassez sous les diversités en train de se faire, et visiblement le PLU a continué. C'est-à-dire que la véritable biodiversité, personne ne la veut. Pour l'eau, on dit on va réduire la consommation d'eau. C'est bien. En fait, peut-être avant de réduire la consommation d'eau, il faut arrêter de réduire le potable. Je pense que c'est très cher. Je pense que la fermeture des près de 800 bouches de lavage qui vont avoir lieu dans la ville de Marseille pour faire des économies d'eau, c'est-à-dire que les bouches de lavage, d'abord, quand il y a des branches tuyaux, pour arroser les contrôles de la ville. Ils l'ont fait déjà à Paris, c'est-à-dire avant de provoquer quelque chose, il faudrait peut-être regarder ce qui a été ailleurs, à Paris, en Allemagne, en Europe, regardez les autres. Et à Paris, ils ont pendant 2 ans fermé des bouches de lavage. Jusqu'au moment où ils ont obligé d'arrêter parce que quand il n'y a pas d'eau qui rentre chez les bouches, au bout d'un moment, il y a une pullulation d'insectes et de rats avec des odeurs qui vont être épouvantables et on a rouvert en ligne dans ces bouches de lavage. Donc, si vous voulez, Marseille, c'est une ville plus chaude que Paris. C'est-à-dire que les inconvénients d'été sont beaucoup plus graves. Et sur le plan sanitaire également. Donc je pense que c'est une mauvaise idée. Il y a des économies qu'on faire, peut-être en utilisant des eaux non potables ou des eaux grises, plutôt que de rejeter des eaux grises à la mer, peut-être les utiliser pour le lavage. Le problème de la pétage et du littoral, le problème en premier, c'est d'arrêter de rejeter qui vont dans les plages. Et ça, c'est le problème des plages. Or, vous avez vu la somme qu'on met dans le conseil. 104 000 € pour une bonne. Beaucoup plus que ça. Faut qu'il y ait un arrêt des rejets de vol. Parce que faire traiter les rejets de vol par les stations d'épuration, elle est en train de crever les stations d'épuration. Elle n'en peut plus. Donc, c'est la sonation. Donc, vous voulez soutenir les habitants. Là aussi, sur le plan sanitaire, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais nous aurons averti, comme nous avons averti en son temps, nous, les seuls dangers de l'amiante. Il y avait une pétition, il y avait un truc comme il a dit, parce qu'il était insulté par les promoteurs, par les syndicats qui disaient vous allez couler le bâtiment et quand le bâtiment va, on peut l'amiante. Aussi, mais après, on a vu que l'amiante a quand même tué les gens. Sur la qualité de l'air, alors là, le rapport est absolument étonnant. Le rapport ne prend que la qualité de l'air intérieur à l'intérieur des crèches. Alors, on
faut éviter le maintien du formaldéhyde. Tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des meubles avec du bois aggloméré qui est produit par le formaldéhyde parce qu'ils ont trop d'aspire et que c'est pas bon pour eux. Il faut que les produits de nettoyage des crèches soient des produits sans toxiques. Et le problème, c'est pas l'air intérieur, c'est l'air extérieur. C'est-à-dire des fois que le fleming est comme par bateau, c'est toxique pour les gens. Ça fait pour Marseillais plein de droits en moins à vivre. Et la pollution à Marseille est maximale. C'est une des villes les plus polluées de France. Et il n'y a aucune mesure de prise. Et vous voyez, moi je regarde souvent les pollutions sur les sites. Je ne préfère pas. On n'est pas les transports gratuits. Voilà. Alors, moi je pense qu'il y a un très grand trou par rapport. Et je tiens à expliquer. Je vous remercie. Merci Mme Conserva, il ne s'agit pas de voter en acte, c'est ça. Les réflexions de bon sens, Mme Conserva, mais qui quand même sont contradictoires avec la politique, parce qu'une idéologie du parti auquel vous appartenez et auquel vous vous rattachez et qui prône, qui met en place, qui développe cet ultralibéralisme et qui nous met en concurrence, comme l'a souligné M. Bulldozer, avec des pays qui ne respectent aucune norme, ni environnementale, ni sociale, ni syndicale, ni quoi que ce soit. Les paradis chinois, si cher, M. Joshua. Et effectivement, on arrive avec ces appels d'offres pour les moins de 10 ans qui veulent que l'on commande en Chine des produits que nous pouvons faire ici. Et il ne s'agit pas simplement des bottes des pompiers, mais aussi des cellules photovoltaïques dont vous parliez tout à l'heure. C'est aussi fabriqué en Chine. Et c'est le résultat de cette politique menée au niveau national, Madame Conserva, que vous soutenez malgré tout et qui, dans notre quotidien des Marseillais, eh bien, a ses conséquences sur la santé. L'espérance de vie à Marseille est inférieure aux autres villes de 8 mois en raison de la pollution. 8 mois, c'est quand même assez important pour le souligner, pour faire quelque chose. Et nous y employons modestement dans notre mairie de secteur, modestement, avec de modestes moyens, le tri du papier est mis en place, et pas seulement du papier, les bacs bleus, les bacs jaunes, les bacs jaunes. Et puis, il va y avoir des plantations, j'apprends ça, des plantations sur la Bastide. Donc nous faisons nous de notre mieux, mais il faut être cohérent. On ne sauvera pas la planète et on n'améliorera pas la qualité de vie, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, en pratiquant une telle politique au niveau national et international qui ne respecte plus aucune norme sous le prétexte de la libre concurrence non faussée, qui nous conduit dans le fossé. Bon, sur ces autres paroles, je m'en expliquer. Non, pas de rapport, nous prenons acte, tout simplement. Donc, nous prenons acte. Rapport suivant, le 1532, Madame Louis. Mesdames, Messieurs, ce rapport a pour but l'approbation de conventions d'occupation et d'usage du jardin familial du Gare Patena. Madame Cueillinaire, présidente du collectif Montvert, le président du jardin familiaux, a demandé par mail aux deux administrations à Mesdames Cordier et Caravelle le retrait de ce rapport. En effet, elle souhaite que le montant du loyer de 8 800 € soit revu à la baisse et aligné sur celui du jardin de Montpellier. La raison de cette demande est que les familles inscrites sur ce projet sont des personnes à faible revenu. C'est pour cela que notre groupe demande le retrait de ce rapport et la modification du loyer. Monsieur le maire, je vous demande de remettre ce rapport ou pas. Bien, merci Madame Louis. Des intervenants. Attendez, je vous en prie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, sur ce rapport, bien entendu, si un destinataire ne veut plus signer, il sera enlevé ce rapport, bien entendu, puisque la convention, ça se signe à deux. Et je voudrais rappeler à l'assistance que quand même, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Les jardins familiaux de Montpellier
sont de la terre mise sur une dalle en béton. Ce n'est pas du tout un jardin de pleine terre, c'est de la récupération sur la couverture de la LE2. Donc on n'a pas la même qualité de terre, ni les mêmes prestations. Les prix a été à l'époque fixés par la DDE, puisque c'était eux qui avaient créé ces jardins familiaux, et la ville on a pris après la gestion. Sur ce terrain qui est sur la ZAC de Château-Montbert, à côté du théâtre Athéna, on a des jardins familiaux et des jardins partagés, donc à peu près 600 mètres carrés pour des jardins partagés, donc à l'usage des associations, des écoles, collèges ou autres qui sont riverains. Et les jardins familiaux ont été élaborés en pleine collaboration avec l'association Montbert, l'association du théâtre. Le prix n'est pas fixé par la ville de Marseille, il est fixé par les domaines. Donc nous n'avons pas un levier pour pouvoir modifier le loyer. Je vous rappelle que sur ces parcelles, il y aura 64 parcelles et qu'on est à peu près sur une parcelle de 90 à 100 mètres carrés à un loyer qui correspond à 11,47 € par mois. Donc je ne pense pas que ce soit si excessif que ça. Tout est fourni, les compteurs d'eau, les compteurs d'électricité. Je vous engage à aller visiter ces jardins familiaux. Les containers qui sont mis sur place, qui sont peints, les toits sont végétalisés, tout a été pris en charge par la ville et la SODEA, dans le cadre de l'aménagement de cette ZAC. Donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Vous voyez, c'est vraiment pas des choses qui sont comparables. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. De toute façon, bon, les démarches avaient été faites, c'était sous l'ancienne mandature, peut-être avec cette association. Si on arrive sur un conflit de non-recevoir, en fait, si on n'a pas de signature, on cherchera une autre association qui voudra bien se prendre les jardins familiaux. Il n'y a pas de souci. Merci Mme Cordier. Si j'étais mesquin, je vous dirais que après avoir visité ce que vous invitez, faites un saut du côté du parc Athéna. Il a un grand besoin d'être nettoyé. Je profite de l'occasion pour les gardiennés, bien sûr, mais pas que le parc Athéna d'ailleurs. Mais je me suis rendu il y a quelques jours et certains endroits, c'est dommage parce que. On a la déchetterie qui est riveraine et qui du voisinage du parc Athéna. Je veux jamais dire, monsieur le maire. Mais oui, sans doute, mais raison de plus pour sensibiliser peut-être celles et ceux qui se rendent et qui entretiennent la déchetterie, et raison de plus pour mettre un peu plus de moyens au parc pour le nettoyer, parce qu'on voit bien, on regarde qu'il y a des détritus qui sont là depuis longtemps, très longtemps. On peut faire la chasse aussi au rat, là, j'en ai vu quelques-uns, avec des familles pas loin. C'est dommage d'avoir un si beau parc et qu'il soit, je ne vais pas qu'il est à l'abandon, mais vraiment il mérite mieux. Il mérite mieux pour les familles. Construction, monsieur le maire, tout est en construction, vous le savez bien. Oui, mais ça n'empêche pas de ramasser les canettes, les seringues, les pneus, et j'en ai compté 6 pneus. Il y a 6 pneus. Pas que vous avez besoin d'un très petit pneu. Si vous n'avez pas été projeté de la déchetterie, je ne sais pas une attaque personnelle, mais vraiment, quand on voit ça, on se dit c'est dommage parce qu'il y a encore plein de place agréable. Il y a là un parcours de santé, de sport qui a dû être coûteux parce que c'est de la qualité. Et pas loin, on voit que ça mériterait qu'on fasse un effort comme au parc Saint-Théodore. Parc Saint-Théodore, j'en ai parlé directement avec le maire de Marseille il y a quelques jours, à l'occasion de la réunion de programmation. Le parc Saint-Théodore mériterait aussi un petit coup de l'œuf. Si vous ne connaissez pas ce parc, je vous invite à le découvrir. Et pour les familles à la fois de Saint-Théodore et au-delà, cela devrait être un lieu de rendez-vous et de détente plus qu'il ne l'est déjà. Mais ça manque d'entretien, ça manque d'un petit peu d'investissement. Et un gros potentiel dans ce parc. On se roule dans le cordier.
Mais je ne sais pas, encore une fois, il n'y a rien de polémique. Quand il n'y a rien de polémique dans mon propos, vous ne connaissez pas, je suis certain qu'à un moment donné, vous arriverez à trouver les moyens pour. C'est lui, j'habite là, donc je suis très sensible au 13e. Voilà, oui, parce que vous habitez 14e avec, c'est peu aussi. Non, mais moi, je fais l'affaire personnelle. Voilà. Au nom des habitants et de ceux qui souhaitent y venir, on se pense que c'est une bonne chose qui soit mieux entretenue. C'est tout. C'est tout. Eh bien, on va passer au vote. Donc, je laisse ce rapport au revoir. Donc, il y a notre intervenant, non oui. Monsieur Marie. Monsieur le maire, donc j'ignorais que Mme Guéguiner ne souhaitait plus signer cette convention, d'autant plus qu'elle s'était vraiment bien impliquée sur ce dossier. Je crois qu'elle a été vraiment le moteur qui a permis de faire sortir ce projet, que ce soit avec Mme Caradec ou avec vous, Mme Cordier. Et donc c'est regrettable. Donc moi je fais une suggestion, donc j'ai bien compris votre argumentaire, Mme Cordier, c'est les filles du domaine qui a fixé le montant, mais la structure qui gère les jardins familiaux est une structure associative, donc un effort ne peut-il pas être fait sur une subvention à l'association des jardins familiaux pour justement pondérer la redevance? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir... C'est regrettable que ce projet ne puisse pas voir le jour avec son instigatrice. Donc c'est vraiment dommage. Est-ce que la ville de Marseille, il n'y a pas une tentative de médiation qui peut être faite pour trouver un accord entre les parties? Non, en fait, je ne peux pas mettre sur un rapport un montant de loyer, c'est une question légale. Vous avez un montant de loyer, ça ne peut pas être assujetti à je vous fais ce loyer et je vais vous donner une subvention. C'est un peu limite d'accord, c'est des pratiques qui c'est à un moment on est responsable ou on n'est pas responsable. On a un certain prix, c'est le prix, voilà. Point. On signe. Après, franchement, 11 € les 100 mètres carrés, franchement, dites-moi, où est-ce que le bas blesse, il y a un gros problème. Vu la situation, vu le prix des terrains, on est à moins de 1 € par mètre carré. Non, mais on a 7800 mètres carrés, on est à 1 € de mètre carré. C'est quand même la garantie que ce terrain ne sera jamais construit. C'est un terrain où on donne une vocation agricole. Je pense avec tout ce qu'on entend, avec toutes ces paroles en disant nous ne voulons pas de construction, nous ne voulons pas ci, nous ne voulons pas là. Là où on garantit quand même un usage et on garantit tout autour du collège, à côté du gymnase, tout autour des nouvelles habitations de l'Athéna, on garantit un espace de respiration. Je trouve que c'est quand même un projet. Donc je ne suis pas à l'origine, donc je ne prends pas pour en disant c'est mon projet, il est magnifique, mais je défends ce projet parce qu'il faut qu'il reste comme ça en jardin familial et il faut qu'on arrive jusqu'au bout. On trouvera toujours, quand il y a des gens de bonne volonté, on trouve toujours des moyens d'entendre. À un moment, il y a quand même un coup. Il y a eu un coup. Il y a un coup sur ce terrain et qu'il faut absolument, on est soucieux de nos deniers publics, il faut aller jusqu'au bout de notre engagement. Merci Mme Cordier. Et un dernier mot dans mon souhait de voir les installations être rénovées, être embellies. Je voudrais répondre à ce qui a été évoqué lorsque j'étais pas là tout à l'heure, à propos du local d'HEP, justement, aux Oliviers A, pour lesquels il faut un investissement, puisqu'il a été incendié il y a quelques semaines. Ce local qui hébergeait notre centre d'animation, un autre local qui hébergeait le secours populaire a été lui aussi incendié. En même temps, je peux supposer, le bureau du directeur de l'école a été saccagé. Mais pour revenir à notre centre d'animation, et nous attendons les conclusions de l'étude d'HNP
parce que les dégâts sont importants, ce n'est pas à la mairie de secteur à en supporter le coût. Et nous attendons les conclusions de l'HMP pour savoir ce que cela va coûter, si HMP est décidé à investir les sommes nécessaires pour que ce centre d'animation, que ce local en tout cas, reprenne vie. Et ensuite, nous verrons, la mairie de secteur verra et statuera s'il est opportun d'y remettre une activité, d'y faire renaître une activité de secteur, d'animation, parce que je crois l'avoir déjà exprimé la fois dernière. Il y a quelques semaines, c'était un incendie, ça sera quoi la fois prochaine? Ça sera une rafale de calache avec nos agents à l'intérieur, ou des enfants, ou des habitants. Je me dois aussi à protéger, en considération la sécurité de nos agents, la sécurité des habitants. Manifestement, la mairie de secteur n'est pas la bienvenue dans ce haut lieu du trafic de drogue et de cannabis. On essaie de nous en chasser. Alors, moi, je veux bien faire l'effort, mais encore une fois, c'est l'argent du contribuable. Et puis, c'est surtout, tout n'est pas une question d'argent, c'est surtout la sécurité de nos agents et des habitants. Alors, dans un premier temps, on verra ce que dit HMP, ensuite, nous examinerons la question de façon plus approfondie. Nous passons au vote, sans doute. Nous passons au vote, qui est pour. Nous sommes au jardin partagé, d'accord. D'accord. Qui est contre? Évidemment, dans ces conditions, le président nous a fait part de son souhait de ne plus signer cette convention. Normal que nous la rejetions. C'est ce qui est donc fait. Rapport numéro fait à la majorité du groupe. Rapport 1523 du Mario. Oui, monsieur le maire, un rapport un petit peu complexe qui a pour objet, dans le cadre du PLUI, l'approbation des propositions de la communauté urbaine NPM concernant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation. Parmi ces objectifs figurent l'intégration et la compatibilité du nouveau cadre législatif, l'élaboration d'un projet de territoire équilibré et de qualité. En ce qui concerne la concertation, la communauté urbaine propose d'associer les habitants, les associations et les personnes concernées dans une démarche participative et collaborative par la mise en place de réunions publiques à l'échelle communautaire mais aussi municipale. Ce travail de proximité sera complété par la mise à jour régulière d'un dossier de présentation du projet dans chacune des mairies de secteur de Marseille. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le PLUI, donc c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est-à-dire que c'est un document en fait, qui régit l'aménagement du territoire et l'occupation des sols, en fait, qui fixe les règles d'utilisation du sol d'une commune ou d'un groupe de communes. Alors je dis groupe de communes parce que la loi ALU prévoit dans ses dispositions législatives que les PLU soient élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale. En ce qui nous concerne, c'est Marseille Croissant Métropole. Il s'agit donc de faire face aux problématiques et l'étalement urbain, de préservation de la biodiversité, d'économie de ressources, des coordinations des politiques de déplacement, mais aussi à la pénurie de logement. C'est la ville de Marseille, c'est que ce que la ville de Marseille n'arrive plus à construire sur son territoire, ayant bétonné les derniers foyers villageois, eh bien elle le construira ailleurs. D'ailleurs, il est bien spécifié que les orientations d'aménagement et de programmation, donc les fameuses OAP, c'est un document, je vous le rappelle, qui est obligatoire quand on élabore un PLU. Elles feront office de programme local de l'habitat, ce qui veut dire par exemple qu'au lieu de répartir les logements sociaux sur la commune, on pourra les étaler, donc les construire à l'extérieur de la commune. Les maires n'auront plus leur mot à dire ni sur la maîtrise de l'occupation de leur territoire, ni sur la souveraineté concernant la commune. Voilà. La conséquence de l'élaboration de ce document sera effectivement, comme je l'ai dit, la perte totale de la souveraineté de tous les maires de la commune des Bouches-du-Rhône, des communes des Bouches-du-Rhône.
Surtout si on se base sur le fait que la métropole, et ça il faut bien le dire, se verra le jour en 2016. Elle se verra dotée de toutes les prérogatives en matière d'urbanisme. Alors avant, il y avait le poste, le plan d'occupation des sols. Après, ça a été remplacé en 2013 par le PLU, qui a été donc acté fin 2013. Et puis après, maintenant, on nous demande aujourd'hui d'adopter un PLU, un plan local d'urbanisme intercommunal. Qu'est-ce que ça sera demain quand la métropole sera mise en place? Est-ce qu'on va nous demander d'adopter, je ne sais pas, un PLUM par exemple, un plan local d'urbanisme métropolitain, vous voyez? Alors voilà, bien évidemment, le cadre législatif prévoit la création de ce PLU avant une date butoir. La date butoir, il faut le savoir, c'est le 31 décembre 2019. Ce projet verra donc bel et bien le jour, ou plutôt le début du projet, parce que comme vous le savez, il existe une minorité de blocage. Une minorité, c'est-à-dire que si 25% des communes, donc il faut réunir deux conditions, 25% des communes membres de l'EPCI et 20% du total de la population de cette EPCI, donc de l'MPM, pour maintenir le blocage du PLUI, donc, et conserver nos propres PLU et notre propre souveraineté. Voilà. En ce qui concerne la concertation, je peux d'ores et déjà vous dire que notre mairie du secteur sera très attentive à la prise en compte des positions de ses administrés, et je m'adresse à tous les administrés du 13-14, notamment par la voie des CIQ, dans l'élaboration de ce projet de territoire. Voilà, l'essentiel est dit, je pense, monsieur le maire. Au moins, les administrés et peut-être d'autres élus ont pris connaissance de la complexité de ce rapport et de ce qu'est le PLUI, qui est donc la perte de souveraineté de tous les maires de toutes les communes. Voilà. Je vous demande de bien vous remettre ce rapport au point. Merci, monsieur l'adjoint, monsieur Renaud. Monsieur le maire, mes chers collègues. Juste pour répondre au problème que soulève mon collègue Antonio et le risque de perte de souveraineté de la commune par rapport au document d'urbanisme, on va dire de la partie. Il nous aura échappé qu'il y a une loi qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, qui est la loi de vote sur la métropole. Elle est votée à l'Assemblée nationale en première lecture, elle a été votée au Sénat par vos collègues, monsieur le sénateur. Et elle doit être votée en deuxième lecture maintenant à l'Assemblée nationale. Vous ne vous aurez pas échappé qu'il y a une seule personne qui demande la perte de souveraineté des maires, c'est notre collègue le député M. Patrick Menici, qui s'est opposé aux amendements de Jean-Claude Godin, qui avait obtenu au Sénat la souveraineté, justement, la souveraineté sur le document d'urbanisme reste au maire, ce qui est logique. Vous auriez pu le soutenir d'ailleurs, monsieur le sénateur maire, à ce moment-là. Oui, tellement que vous n'avez pas pris les paroles. C'est facile, c'est bien de ne pas voter derrière monsieur le sénateur maire. Ensuite, on continue. Donc à l'Assemblée nationale, il y a une personne qui s'est opposée justement à cela, c'est le député Patrick Menici. Il a fallu l'intervention du député Dominique Champ, UMP, pour obtenir justement le maintien de cet amendement à l'Assemblée nationale. Donc le rapport va passer en deuxième lecture et j'espère que Stéphane Marie fera en sorte que le conseiller municipal, le député M. Menici, arrête de vouloir revenir sur la souveraineté des maires, puisque vous aussi, visiblement, vous êtes un métropolitain convaincu et une souverainiste locale en termes d'urbanisme. Merci. Monsieur Marie. Oui, on va être très bien. Donc, je ne comptais pas intervenir sur ce dossier. Effectivement, M. Renaud a tendu la perche. Je ne soutenais pas, en tant que président du groupe socialiste, l'amendement de mon collègue Patrick Menici. Et je suis ravi de voir que le gouvernement a autorisé l'amendement de M. Tian, je crois que c'est M. Tian qui redonne leur souveraineté aux maires, puisque je suis effectivement un métropolitain convaincu et je crois qu'on doit sortir par le haut sur ce dossier et trouver un consensus entre Marseille et Marseille n'est pas l'enfer. Le département a caricaturé Marseille ces derniers mois, ces dernières semaines, mais je crois que le juste compromis qui a été trouvé au Parlement doit être maintenu. Et donc je précise que je ne soutiens pas l'amendement qu'a fait mon collègue Menici pour enlever la perte de souveraineté sur le PLU au niveau des maires. Et donc sur ce plan-là, je vous rejoins, M. Hérault.
Nous sommes encore dans la rue, la note n'a pas été encore totalement terminée, on va dire. On va repasser à l'Assemblée au Sénat. Et l'amendement de M. Gaudin, oui, c'est un amendement qui va dans le bon sens, mais moi je souhaitais que la démocratie puisse s'exprimer pleinement et que les maires 111-79 quand même, 111-79 se prononcent contre cette métropole, c'est quand même pas rien, ça mérite d'être écouté, et ils puissent organiser dans leur commune des référendums locaux. Et manifestement, tout ça n'a pas été une fois de plus, hein, chaque fois qu'on demande que le peuple soit écouté, consulté, et la super classe, l'hyper classe méprise une fois de plus les Français et les Lugo-Rhodaniens en particulier. Voilà, moi j'aurais souhaité qu'il soit dérogé, ça n'a pas été entendu. Nous verrons au moment, parce que la loi d'autres sera appliquée si elle l'est, si elle est votée. Le maire garderait sa souveraineté, mais une majorité une majorité écrasante, mais une majorité quand même, pourrait le faire plier la métropole. Donc il n'aura pas une totale souveraineté en réalité. Mais nous verrons ça encore vu. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons donc passer au vote dans le cadre de cette loi annuelle. Et bien UI. Je vais donc ce rapport voir qui est pour, le manifeste en levant la main, qui, donc le groupe UMP, et qui est contre. Abstention. La FNPC. Et abstention du groupe socialiste et gauche. Abstention. Socialiste et l'Europe écologique. C'est ça. C'est ça. Rapport des projets des rapports suivants. 15-34, M. Macron. Monsieur le maire, le rapport suivant propose un avis concernant les modalités de collaboration entre la communauté urbaine et les communes membres pour l'élaboration du PLU. Comme je l'ai dit précédemment, les dispositions législatives de la loi AU imposent un calendrier précis en matière de création de ce PLU. Celui-ci doit être approuvé avant le 31 décembre 2019. Et le débat sur le PAD, c'est le programme d'aménagement et de développement durable, doit avoir lieu avant le 27 mars 2017. Donc, afin de gagner du temps, il est donc proposé d'engager l'élaboration du PLUI dès le mois d'avril. Il est donc prévu toujours dans le cadre de la loi ALUR d'y associer les maires des communes concernées. À ce titre, la communauté urbaine propose la tenue d'une conférence intercommunale qui deviendra l'instance officielle de gouvernance du PLUI en y associant notamment les conseils municipaux et concernant la spécificité de Marseille, les mairies de secteur. Alors espérons qu'effectivement nous y soyons conviés et espérons aussi que l'élaboration de ce PLU se fera en totale concertation avec la mairie des secteurs et ne se fera pas comme la révision du PLU qui a eu lieu le mois dernier au siège boulevard Charles-Livon de la communauté urbaine. Espérons que cette fois-ci, nous aurons la présence des commissaires enquêteurs à la mairie de secteur. Voilà. Parce qu'il y a quand même 153 habitants qui peut-être ne pourront pas tous se déplacer jusqu'à là-bas et aimeraient avoir un interlocuteur de proximité dans le cadre de l'élaboration de ce plan local d'urbanisme. Voilà, je vous remercie monsieur le maire, je vous demande de bien vouloir faire ce rapport au moins. Merci, est-ce qu'il y a des interventions? Non. Il est quand même. Juste ce que je veux, c'est pratique. Parce que j'ai oublié deux, trois petits points tout à l'heure. Monsieur Joshua, vous évoquiez les signaux lors de ces élections départementales qui voudraient que notre action soit sévèrement condamnée par les électeurs. Moi, j'ai noté quand même que nous, pour ce qui est du premier tour, ensuite, selon moi, j'ai des duels, c'est difficile à étudier, mais pour ce qui est du premier tour, eh bien, nous avons gagné 8 points par rapport aux élections municipales. 8 points. J'ai connu du sévère comme sanction quand même. 8 points de plus. Et s'il n'y avait pas eu, effectivement, le fait que la RTM travaille le dimanche, la régie des transports de masse, eh bien, il est fort à parier que nous puissions remporter. Je vous laisse l'expression. Merci, monsieur Rodolin. Moi, je sais que j'ai confié, j'ai remporté,
mais vous n'avez pas pensé à masse. D'ailleurs, nous l'avons vraiment vécu de près. Nous l'avions sous nos yeux, vous comprenez. Donc, c'est assez marquant. Et s'il n'y avait pas eu des pratiques, et puis contentieux a été déposé au tribunal administratif, bon, ça ne va pas du conseil d'arrondissement, je vous l'accorde. Mais encore une fois, monsieur Joshua, je ne suis pas d'un avis que vous. Lorsqu'en un an, avec le peu de moyens qui sont les nôtres, et puis le temps de nous mettre en place, une majorité gagne 8 points, ça ne me semble pas être un désaveu. Et je dois ajouter, suite à la réflexion sur le centre d'animation des Oliviers A, que dont je me demande s'il est opportun d'engager la réouverture, eh bien nous avons quand même entrepris une quasi-réouverture, même s'il y a des activités qui s'y produisent, au centre d'animation de Malpasset. Malpasset qui est un centre d'animation en plein cœur, le centre d'animation est en plein cœur, pardon, du quartier de Malpasset, même pas le cœur de notre électorat. Eh bien, une association de jeunes footeux, ayant plusieurs dizaines, voire centaines de licenciés, m'a demandé un local, ce que je leur ai accordé sous certaines conditions. Sous certaines conditions, c'est pas la guinguette, ça, c'est rare, non? À chaque fois. Et ils ont tellement accepté le contrat, qu'ils se sont même, ils ont même adhéré à un chantier jeune. Un chantier jeune pour retaper cette grande salle qui est comme le centre d'ailleurs, comme la mairie centrale ne veut pas mettre les moyens pour rénover comme cela est nécessaire pourtant, eh bien on se débrouille. Nous avons acheté la peinture, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont retapé la salle, ça fait 2 mois qu'ils y sont, on cohabite avec l'association de personnes âgées et le secours populaire. C'était la condition. Il ne s'est pas guinguette, s'il y a les horaires, il y a les créneaux, c'est pour du foot et pas pour autre chose. Si je reçois des plaintes des uns et des autres, dans 3 mois, vous quittez les lieux, parce qu'il y a une convention de 3 mois qui a été signée, mise à l'essai, ils ont très bien pris, donc il suffit de leur expliquer, ils ne sont pas idiots. Et comme on ne leur expliquait pas avant, on leur disait que c'était la seule condition, c'était de bien voter. Moi, la seule condition, c'est que ça se passe bien dans le centre d'animation. Ça fait 2 mois et demi environ qu'ils s'y trouvent. Et donc, je n'ai reçu aucun coup de téléphone de plainte. Alors, voilà ce que l'on peut faire. Et de la même manière que je suis rendu au centre d'animation de Jean Jaurès, qui a un potentiel énorme et qui se meurt depuis trop longtemps. Pourtant, le centre est là, les habitants sont toujours là, et plus rien ne se fait. Parce que là aussi, à force de faire n'importe quoi, au profit toujours d'un seul en réalité, ou d'une seule en l'occurrence, eh bien, ça a fini par désespérer les familles, les jeunes qui, je le crois, beaucoup quand même encore, ont envie de se sortir de situations difficiles. Et bien, j'ai souhaité lancer une dynamique dans ce centre d'animation à Jean Jaurès. Et nous allons, je l'espère, être entendus par les familles qui étaient là, nombreuses, et à qui j'ai expliqué aussi que c'était sous certaines conditions. Que les règles pour tous, et pas que pour certains. Monsieur Marie, vous souhaitiez prendre la parole. Oui. Juste pour apporter une précision sur Malpasset. Oui, monsieur le maire, on vient de comprendre que vous êtes le zéro des cités, le zéro de l'animation, excusez-moi, en remettant des activités, le zéro de l'animation en remettant des activités au cœur de la cité populaire. Voilà, vous n'êtes pas sans ignorer que Malpasset, les locaux n'étaient pas occupés. À Malpasset, il y avait une association qui s'appelait l'association IGIA, une association qui était une sorte d'institut de beauté, institut de soins pour les personnes des quartiers populaires, une association qui avait vraiment pignon sur rue, qui était reconnue au niveau national, qui avait des récompenses au niveau de l'État. Cette association avait des difficultés sur le plan des subventions des collectivités locales, et donc a
a rendu son tablier quasiment la veille des élections municipales. Donc des locaux étaient vides, vous les avez remplis, je n'avais fait que votre devoir, monsieur le maire, c'est tout. Voilà. Vous avez signé un pacte avec une association locale, on aurait fait la même chose, monsieur le maire. On aurait fait exactement la même chose, sauf qu'on aurait peut-être... Voilà, on aurait fait exactement la même chose, il y avait une demande, il y a des locaux, on n'allait pas virer une association qui occupait encore des locaux, ça vous pouvez bien le comprendre. On avait une association, l'association IGA qui était avec des locaux occupés, qui occupait des locaux avec leur matériel, avec leurs équipements. Donc il y avait, et ça je crois que votre collaboratrice, Madame Walker, pourra vous le notifier, à la veille des élections municipales, IGA avait eu une lettre lui indiquant de faire ses valises, puisque de toute façon, elle était en dépôt de bilan. Et donc dans ce cas de figure, on aurait mis en place un projet d'animation comme vous l'avez fait. On n'avait rien inventé. Quant à Jean Jaurès, monsieur le maire, je me réjouis de voir effectivement si une vie associative redémarre à Jean Jaurès. C'est vrai qu'il fut un temps, il a été difficile de mettre en place une activité sur ce site. Je le regrette, effectivement. Les services n'ont peut-être pas aidé le maire à mettre en place ce truc. Je me réjouis pour la population que les services de l'animation collaborent à la mise en place d'un tel projet d'animation sur ce secteur qui le mérite, qui a un gros potentiel, effectivement. Merci. Il y a une volonté municipale et une volonté telle qu'un agent municipal est volontaire pour s'occuper de ce centre Jean Jaurès. Il y a donc là la volonté de la municipalité du secteur et de ses agents, et je les en remercie, est réelle et seront derrière des projets sérieux, viables, pour que chacun puisse trouver un meilleur quotidien. Mais encore une fois, dans des règles bien définies. Avec les rapports, alors oui, parce que quand même on vote, quand même, dans ce rapport au froid, qui est pour. Monsieur Renaud, la santé. Si je peux y aller, mais je vais pas envie. D'accord. Je peux bien alors. Qui est pour, pardon? Abstention pour nous. Abstention. Qui est contre? Le rapport est rejeté. Pour les rapports suivants, mesdames et messieurs, il y en a assez d'être considérés dans cette mairie de secteur et ailleurs comme la dernière roue du carrosse municipal et de recevoir des dossiers hors délai. Et pour le dernier, concernant le projet éducatif, de 100 pages, un annexe de 100 pages reçu hier, et encore pour l'avoir réclamé avec force, nous avons fini par l'obtenir, autrement nous ne l'avions même pas. Donc l'ensemble des dossiers suivants sont hors délai. Les projets de délibération du 1535 au 1539 ont été notifiés dans un délai de 9 jours par rapport à la date du prochain conseil municipal. Et la stationné en mairie de secteur le 3 avril, alors que le conseil municipal a lieu le 9. Vous voyez que nous sommes bien hors délai. Avec le week-end de Pâques. Et en plus, et les projets 1540 à 1542 ont été notifiés dans un délai de 5 jours par rapport à la date du prochain conseil municipal et la stationné en mairie de secteur le 7 avril pour un conseil qui a lieu le 9. Avec, je le rappelle, une annexe de 100 pages. Tout ça n'est pas sérieux. Je pensais qu'au bout de 20 ans de mandat, on puisse faire beaucoup mieux que ça. Et par exemple, en premier lieu, commencer à respecter les élus de secteur, que ce soit le maire, les conseillers municipaux, les conseillers d'arrondissement. Et par là même, la population et les services de la mairie du secteur qui n'ont pas 4 bras, 8 jambes et qui ne peuvent pas tout faire. Dans ces conditions, et compte tenu du non-respect de l'article L25 qui est très du Code général de collectivité territoriale, ces rapports n'ont non plus faire l'objet d'une étude appropriée. En conséquence, le conseil d'arrondissement ne peut émettre d'avis sur ces projets, ils ne sont donc pas mis.
au vote, pas soumis au vote, c'est-à-dire à l'ordre du jour. Sur cette note ô combien républicaine, en remerciant les services, Madame Ablot et les services, les élus, la direction générale des services, Madame Desportes, j'arrive dans le cabinet, bien sûr. Monsieur Cassis, là j'ai les Alzheimer, tout voilà. C'est pour ça qu'on fait ça. Et bien sûr, le chef de cabinet, Madame Buffoni, l'ensemble des services, qu'ils soient remerciés chaleureusement pour leur travail exemplaire. Merci à tous, la séance est levée et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.